Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une épidémie silencieuse qui touche une de nos principales sources d'alimentation, le porc. C'est une maladie respiratoire qui se propage très discrètement, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors, regardez bien ce chiffre, 80%. C'est énorme, hein? Mais 80% de quoi au juste? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Eh bien, ce chiffre, c'est la proportion de porcs abattus qui peuvent avoir des lésions aux poumons. Des lésions qui sont la signature d'une maladie qu'on ne voit quasiment jamais dans les élevages. Alors qui est ce coupable et qui agit comme ça dans l'ombre? Allez, entrons dans le vif du sujet. Cette maladie, c'est une menace mondiale très discrète qu'on appelle la pneumonie à mycoplasme. C'est donc une pneumonie chronique. Et le mot important ici, c'est bien chronique. Ce n'est pas une maladie qui va tuer l'animal d'un coup, non. C'est une infection qui s'installe, qui persiste. On dit souvent qu'elle est bénigne parce que les symptômes sont très discrets, mais ses effets, eux, sont bien là, et on la retrouve partout dans les élevages porcins du monde entier. Ok, donc si les symptômes sont si discrets, on pourrait se dire pourquoi s'en inquiéter? Eh bien, parce que son impact économique, lui, il n'a rien de discret. On parle d'une toux sèche, oui, mais surtout, ça ralentit la croissance des porcs. Ils mangent, mais ils grossissent moins bien, leur conversion alimentaire est mauvaise. Pour un élevage, ça se traduit directement par une perte d'efficacité et donc de rentabilité. Et c'est ça toute la difficulté. L'infection peut être là, elle peut faire des dégâts, sans qu'on voit le moindre signe extérieur. C'est exactement pour ça qu'on l'appelle le voleur silencieux. Il est là, il grignote les profits, mais sans faire de bruit. Bon, mais alors c'est qui exactement ce microbe qui cause autant de soucis? Allons identifier le coupable. Le voilà, notre suspect Mycoplasma iopneumoniae. C'est une bactérie qui ne s'attaque qu'aux porcs. Elle est très spécifique. Elle n'est pas seulement la cause principale de cette pneumonie, mais c'est aussi un personnage central dans tout un tas d'autres maladies respiratoires chez le porc. Et ce qui est vraiment fascinant avec cette bactérie, c'est qu'elle est différente. Contrairement à la plupart de ses congénères, elle n'a pas de paroi cellulaire. Ça la rend tout de suite résistante à certains antibiotiques. En plus, elle est toute petite et super difficile à faire pousser en laboratoire. Forcément, ça complique son étude et bien sûr son diagnostic. Mais l'infection ne se résume pas à une simple toux, loin de là. Voyons un peu comment la maladie évolue, de l'infection des tout jeunes porcelets jusqu'aux fameuses lésions pulmonaires. Le symptôme le plus visible, c'est cette fameuse toux. Une toux sèche qui ne produit rien. On l'entend surtout quand les animaux sont un peu agités, quand on les déplace. C'est un signe tellement discret qu'ils peuvent facilement passer inaperçus dans un grand groupe. La progression de la maladie est vraiment insidieuse. L'infection commence très tôt, dès les premières semaines de vie du porcelet. Mais attention, les signes et les lésions, eux, n'apparaissent vraiment que bien plus tard, vers 3 à 5 mois. Et la bactérie, elle, peut rester dans l'animal pendant plus de 7 mois. C'est comme ça qu'elle entretient le cycle de l'infection dans l'élevage. Et puis, à l'abattoir, les preuves sont là, impossibles à ignorer. Dans les poumons, on trouve des zones qui sont devenues dures, d'une couleur un peu grise ou violacée. Et même quand ces lésions guérissent, elles laissent des cicatrices. C'est la preuve matérielle des dégâts causés par cette infection si discrète. Ok, on a vu les symptômes, les lésions, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier cette maladie chez des animaux qui sont encore vivants? Eh bien, c'est là que ça se corse. Et c'est bien ça le nœud du problème. On l'a dit, la bactérie est très difficile à cultiver. Donc les méthodes de labo classiques, ça ne marche pas bien. Quant aux tests sanguins qui cherchent les anticorps, ils sont souvent ambigus, pas si simples à interpréter. Il existe différentes méthodes, bien sûr, mais chacune a ses limites. La sérologie, par exemple, elle est incapable de faire la différence entre un animal qui a été vacciné et un qui est vraiment infecté. La culture, on oublie, c'est trop peu fiable. La technique la plus sensible sur un animal vivant aujourd'hui, c'est la PCR, qu'on fait à partir d'un prélèvement dans la trachée. Mais bon, ce n'est pas toujours facile à mettre en place sur le terrain. Donc, le point crucial à retenir, c'est que la confirmation la plus sûre, la plus fiable, elle se fait souvent après la mort de l'animal. On imagine bien la difficulté pour un éleveur de savoir en temps réel ce qui se passe vraiment dans son troupeau. Alors, face à un ennemi aussi discret et aussi tenace, comment est-ce qu'on peut se défendre? Heureusement, il y a des stratégies. La lutte, en gros, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la gestion de l'élevage, une bonne ventilation, des flux d'animaux bien contrôlés, ce genre de choses. Ensuite, la vaccination, qui a un rôle très important. Et enfin, l'utilisation ciblée de médicaments pour gérer les crises et éviter les surinfections par d'autres bactéries. Mais alors, attention, et ça c'est un point absolument crucial, peut-être même un peu contre-intuitif, la vaccination n'empêche pas l'infection. Un animal vacciné peut tout à fait être porteur et continuer de transmettre la bactérie. Alors, à quoi servent les vaccins si ce n'est pas pour empêcher l'infection? Eh bien, leur rôle, c'est de limiter les dégâts. Ils vont diminuer la toux et surtout, ils vont réduire la gravité des lésions pulmonaires. En gros, ils aident à maîtriser les pertes économiques, même si la bactérie, elle, continue de circuler dans l'élevage.
Face à cette bactérie si persistante, une nouvelle approche commence à faire son chemin, surtout en Amérique du Nord. L'idée, ce n'est plus seulement de contrôler la maladie, mais de chercher à l'éliminer complètement. On parle de programmes d'éradication très complexes qui combinent biosécurité, médication et une gestion très fine des animaux. Mais même l'éradication n'est pas une solution miracle. Parfois, on pense s'être débarrassé de la bactérie, alors qu'en fait, elle survient à un niveau tellement bas qu'elle devient indétectable. Elle reste là, tapie dans l'ombre, prête à ressortir si les conditions redeviennent favorables. La question reste donc entière, ce voleur silencieux pourra-t-il un jour être vraiment mis hors d'état de nuire? La lutte, c'est un défi de tous les instants pour l'élevage porcin, avec des stratégies de plus en plus poussées qui visent l'éradication. L'espoir est là, c'est sûr. Mais la partie est encore loin, très loin d'être gagnée.